de Latte. D'après vous, un type qui frappe un homme à coups de marteau sur la tête et qui ensuite le découpe à la scie circulaire alors qu'il est encore vivant, c'est un psychopathe ou pas? Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, il paraît que non. Il s'agit de l'enquête sur le meurtre et le démembrement en 2007 en Haute-Savoie d'un garçon qui s'appelait Freddy Liot. Le débrief avec l'avocat du meurtrier, maître Rimondi. Cette histoire, je l'ai écrite avec Thomas Audouard. Elle est réalisée par Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par un terrible coup de téléphone. Ça se passe un soir de septembre 2007 dans une petite maison de la banlieue d'Avranches, dans la Manche. Il est 21h27. Marie, 53 ans, mère de 2 enfants, décroche. Allô? Allô? Vous êtes la mère de Frédéric? Elle hésite à dire oui, spontanément, parce que certes, son fils s'appelle bien Frédéric, à l'état civil. Mais depuis sa naissance, tout le monde l'appelle Freddy. Personne ne l'appelle jamais Frédéric. Alors ça l'intrigue. Oui, je suis la mère de Frédéric, mais Frédéric, comment, monsieur? À l'autre bout du fil, la réponse est stupéfiante. De toute façon, essayez pas de me rappeler à ce numéro, d'accord? Parce que sinon, il est mort. Il est mort, vous entendez? Et il raccroche. À ce stade, la mère pourrait se dire « C'est un fou ». Mais non, parce que de fait, elle n'arrive pas à joindre son fils Freddy depuis 24 heures. Elle l'appelle et ça sonne dans le vide. Alors elle se tourne vers sa fille et son mari. Et ils décident, tous les trois, de sauter dans leur voiture et de foncer à l'autre bout de la France, à Annemasse, en Haute-Savoie, où Freddy s'est installé il y a 2 mois. 900 km en pleine nuit pour tenter de répondre à une question. Où est Freddy? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui est cet homme qui les a appelés et qui a menacé de le tuer? Après une nuit à traverser la France d'ouest en est, le pire des scénarios, les parents et la sœur de Freddy arrivent à Annemasse vers 10h du matin. Et ils vont tout droit à l'adresse que Freddy leur a donnée. Un hôtel, le Splendide, où il leur a dit qu'il louait une chambre à la semaine. Le Splendide, tu parles. L'hôtel en question est un infâme gourbi. Mais bon, à 25 ans, Freddy est carleur. Il s'est installé là il y a 2 mois, et depuis il travaille en Suisse. Il n'avait sans doute pas les moyens de se payer mieux. Les parents obtiennent la clé de sa chambre à la réception. Ils montent, ils ouvrent un peu, terrorisés. Est-ce qu'ils vont pas le trouver là, mort, dans son lit? Eh bien non, la chambre est vide et parfaitement rangée. Ses affaires sont là, bien pliées. Ouf! Mais où est-il alors? Il décide d'aller sur le champ au commissariat pour signaler sa disparition. Et évoquer, bien sûr, ce terrible coup de fil qu'ils ont reçu la veille. Ces menaces de mort au téléphone. Entendu, messieurs, dames. Nous allons lancer des investigations. On vous tient au courant. D'accord ? Le soir même, à Gaillard, dans la banlieue d'Annemasse, tout près de la rivière Lavre, une patrouille tombe sur une voiture à moitié calcinée. Les plaques d'immatriculation ont été arrachées, mais le numéro de série, lui, est bien visible. Le véhicule appartient à un dénommé Liot. Lima, India, Oscar, Tango, prénom Frédéric. Ça n'a pas traîné. Et si la voiture est brûlée à l'intérieur, disons que c'est un mauvais signe. En général, quand on met le feu à une voiture, c'est pour effacer des traces. Des traces d'un meurtre. C'est bien possible. Parce que le lendemain, en inspectant les abords de la carcasse à peu près 200 mètres, les policiers tombent sur une traînée de sang qui va vers la rivière. C'est pas bon, ça.
C'est pas bon du tout. Les parents de Freddy, terrorisés, décident de rester sur place. Ils prennent une chambre à l'hôtel à Annemasse et, rongés par l'angoisse, ils attendent la suite. Le lendemain, nouvel appel téléphonique. Allô? J'ai un message pour vous. Si vous voulez revoir votre fils, vous allez devoir me verser une rançon. Une rançon de 75 000 €. Mais monsieur, qu'est-ce qui me prouve qu'il est encore en vie? Si vous voulez, je peux vous envoyer un bout de doigt, un bout d'oreille, si vous préférez. Le cauchemar continue. Les parents préviennent tout de suite la police. Ils vous demandent 75 000 €. Bon, je sais que sans doute pour vous, c'est pas une petite somme, mais bon. En général, les auteurs de rap réclament beaucoup plus, hein. D'une certaine manière, s'ils demandent aussi peu, c'est assez inquiétant. Ça voudrait dire que le ou les auteurs de cet enlèvement sont possiblement de petites frappes. Ils ne forment pas un gang organisé, comme c'est souvent le cas dans les enlèvements. Les policiers annoncent alors aux parents qu'ils vont les placer sur écoute. Et la sœur de Freddy aussi. Comme ça, si l'homme rappelle, ils entendront eux aussi. Et ça tombe bien, dès le lendemain, nouvel appel, en provenance d'une cabine téléphonique. L'homme annonce que la remise de la rançon est prévue pour demain. Vous avez la somme? Oui. Très bien. Vous allez rouler jusqu'à Paris. C'est à côté de Lyon. Rendez-vous à l'hôtel B&B. Et là, je vous donnerai de nouvelles instructions, d'accord? Le lendemain, c'est évidemment une policière qui se met au volant de la voiture à la place de la mère, avec les 75 000 € posés sur le siège passager. Et à peine arrivé devant l'hôtel B&B de Paris, nouvel appel du ravisseur. Vous allez vous rendre à Vénissieux, dans un petit parc. Je vais vous donner l'adresse. Et vous déposez l'argent dans une poubelle, et ensuite vous vous cassez. Et moi, je viendrai récupérer l'argent. Et c'est ce que fait la policière. Elle met l'argent dans la poubelle et elle s'en va. Vous vous en doutez, d'autres policiers sont en planque un peu partout autour. Ils attendent pendant des heures, en silence. Mais le ravisseur ne vient jamais. Il expliquera plus tard pourquoi. Il était dans le parc, mais il les a repérés. Et il a préféré abandonner l'argent que se faire pincer. Donc l'opération a échoué. Est-ce qu'il va rappeler les parents? Est-ce que Freddy est toujours vivant? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Le dimanche qui suit, à 1 kilomètre à peu près de l'endroit où on a retrouvé la voiture à moitié carbonisée de Freddy, des promeneurs aperçoivent une forme qui flotte dans l'eau de la rivière Lave. Une forme qui laisse peu de doute. De toute évidence, c'est un cadavre. Alors ils appellent les secours. Le corps est remonté sur la berge. C'est un tronc. Un corps sans bras, sans jambes et sans tête. On découvre l'un des bras 2 jours plus tard, un peu plus bas dans la rivière, en territoire suisse. Et puis dans la foulée, des jeunes qui pratiquent le rafting sur l'Avre localisent une jambe sur la berge. Et puis la 2e jambe à retrouver un peu plus bas, coincée dans un barrage. Et puis finalement, le 2e bras. Mais il manque la tête. La tête qu'on ne retrouvera jamais. Alors est-ce que ce cadavre en kit est celui de Freddy Liot? La réponse est oui. Freddy a donc été assassiné et son corps démembré. Pourquoi? Par qui? Parce que c'est une chose de tuer quelqu'un, découper son cadavre en morceaux, c'est autre chose. On a affaire à un psychopathe. Les médecins légistes révèlent d'abord que le corps était dans l'eau depuis longtemps.
je crois pouvoir vous dire que la mort remonte à 10 jours, 15 jours maximum. Ce qui veut dire que Freddy a été tué dans la foulée de sa disparition. Et que quand son assassin a réclamé une rançon de 75 000 € aux parents, il était déjà mort. À part ça, le tronc ne présente aucune trace de violence, aucune trace de coup. Je suis bien incapable de vous dire s'il était déjà mort lorsque le démembrement a été pratiqué, ou s'il est mort en raison du démembrement. Quant aux découpes, elles sont nettes, précises, quasi chirurgicales. De toute évidence, la découpe des parties molles a été faite au couteau et celle des parties osseuses à la scie, ou, je dirais plus sûrement, au moyen d'une disqueuse, ou d'une scie circulaire. Un psychopathe, je vous dis. Un digne héritier de Simone Weber qui, en 1985, a dépecé son amant à la meuleuse à béton. A-t-il démembré le corps de Freddy par sadisme ou par nécessité pour le rendre transportable? On aura la réponse quand on l'aura arrêté. Si on l'arrête. On de la raconte, la suite de votre récit. Freddy, je vous l'ai dit, était carleur. Il a traversé la France de Normandie jusqu'en Savoie dans le but de travailler en Suisse, en se disant que c'était mieux payé. Et il s'était installé à Annemasse, côté français, parce que c'était moins cher. Il n'était là que depuis 2 mois. Est-ce qu'il avait des amis dans le coin? Freddy? Moi, je crois que la seule personne à qui il parlait, c'était Karim. Karim, lui, il est maçon. Et ils étaient tous les deux dans la même boîte d'intérim, quoi. Karim, vous dites. Vous connaissez son nom? Ah oui, oui. Il s'appelle Karim Benderadji. Vous devriez aller le voir. Il sait peut-être quelque chose. Peut-être. D'autant que d'après l'étude de la téléphonie de Freddy, ce Karim est le dernier à avoir eu un contact téléphonique avec lui. C'était le 6 septembre, jour de sa disparition, à 11h41 précise. Le problème, c'est que d'après un de ses collègues, il est plus dans la région, Karim. D'après lui, il serait à Saint-Étienne. Karim Benderadji est interpellé à Saint-Étienne le 25 septembre, c'est-à-dire 3 semaines après la mort de Freddy. Et je préfère vous le dire tout de suite, il n'est pas arrêté comme témoin, mais comme suspect. Pourquoi? Eh bien parce qu'entre-temps, les policiers ont trouvé ses empreintes dans la cabine téléphonique depuis laquelle le pseudo-ravisseur a appelé les parents pour leur réclamer de l'argent. Et donc il est placé en garde à vue et ramené en Haute-Savoie. Et maintenant, voyons ce qu'il a dans le ventre. D'entrée, les policiers lui font écouter les enregistrements des appels téléphoniques passés aux parents de Freddy. Vous avez la somme? Oui. Très bien. Vous allez rouler jusqu'à Paris. C'est à côté de Lyon. Rendez-vous à l'hôtel B&B. Et là, je vous donnerai de nouvelles instructions, d'accord? C'est sa voix, pas de doute. Et donc il comprend tout de suite qu'il ne va pas pouvoir embrouiller les flics. Vous voulez que je vous fasse des aveux? Et un peu mon neveu. Et donc il se met à raconter. Ce jour-là, il est venu à la maison pour que je lui coupe les cheveux. Alors je l'ai assis sur une chaise, je lui ai mis la serviette autour du cou, et puis à un moment je suis allé chercher un rasoir que j'avais dans la salle de bain. Et là, quand je suis revenu, je me suis aperçu que j'avais mis 450 € sur la table et ils y étaient plus. Il y avait que lui qui pouvait me les avoir volés. Alors je lui ai dit, Freddy, t'as intérêt à me les rendre. Et là, il m'a dit, non, c'est pas moi. Alors j'ai voulu vérifier, normal, et lui fouiller les poches. Et puis voilà, quoi, on a commencé à se bagarrer, mais il était plus fort que moi. Alors à un moment, moi j'ai attrapé un marteau. J'étais plus moi-même. Je me suis mis à le frapper à la tête. Je sais pas combien de fois, peut-être 3 fois.
Et puis j'ai vu qu'il bougeait plus. J'ai compris qu'il était mort, quoi. Mais à la base, je voulais pas le tuer. Je sais pas. L'argent qu'il m'avait pris, ça m'a rendu fou. J'ai pété un plomb. Ok. Ça serait donc une bagarre qui a mal tourné. Mais à ce moment-là, il aurait pu appeler l'ESCO. Il l'a pas fait. Il a choisi de découper le corps et de le livrer en pièces détachées aux eaux troubles de la rivière Lave. J'ai fait ça d'abord avec mon Opinel et après j'ai attrapé une héroïne. Je sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais pas à m'arrêter. J'étais plus moi-même, je vous dis. Parenthèse, il ment sans doute quand il parle d'une scie héroïne. Parce que je vous rappelle que les légistes sont formels. C'était une scie circulaire électrique. Fin de la parenthèse. Et après, donc, il a tout mis dans des sacs de sport. Et il est allé jeter les morceaux dans l'Ave. Et après, il est rentré chez lui. Et il s'est lancé dans un grand nettoyage. Je ne sais pas si c'est parce qu'il regardait fait entrer l'accusé, mais il savait en tout cas que si chez lui, il y avait la moindre trace de sang, elle serait repérée grâce au produit magique, le Blue Star. Alors, j'ai tout lessivé, quoi. Puis après, j'ai arraché les parquets, j'ai arraché les papiers peints. J'ai même repeint le plafond. Il a dû penser qu'il avait commis le crime parfait. Et de fait, on ne retrouvera aucune trace chez lui. Et la demande de rançon, alors? Pourquoi? Pourquoi, après cette soi-disant bagarre qui a mal tourné? Il y avait la mère, elle arrêtait pas d'appeler sur le téléphone de Freddy. Alors à un moment, je l'ai rappelé. J'ai eu l'idée de lui demander de l'argent, quoi. À l'issue de sa garde à vue, la juge d'instruction le met en examen pour enlèvement, séquestration suivie de meurtre accompagné d'actes de torture et de barbarie et tentative d'extorsion de fonds. Direction, la prison de Bonneville. À partir de là, commence le temps de l'instruction. Et cette question, faut-il prendre pour argent comptant ce qu'il a dit lors de ses aveux? En sont-ils vraiment venus aux mains pour 450 €? L'arme du crime est-elle vraiment un marteau? Pour répondre à cette question, il faudrait savoir où est la tête. Elle est où la tête, monsieur Benderadji? Elle est où? Il sait pas. Il se souvient plus. Il faut 2 mois, vous entendez? 2 mois aux parents de Freddy pour récupérer ce qu'il reste du corps de leur fils. C'est-à-dire le tronc et les 4 membres soigneusement découpés. On finit par les leur rendre au mois de novembre, sans la tête, qu'on ne retrouvera jamais. Les obsèques ont lieu le 17 novembre à l'église de Pont, en Normandie. En juin 2008, la juge d'instruction organise une reconstitution sur place, c'est-à-dire dans la maison de Karim Benderadji, et en sa présence. Et là, rebondissement, misérable rebondissement. En fait, c'est pas moi qui ai tué Freddy. J'ai menti. Allons bon. Et qui l'a tué alors? Accrochez-vous, c'est du lourd. C'est 2 hommes en noir. Ils avaient des comptes à régler avec Freddy sur un trafic de drogue qu'ils faisaient ensemble. Et c'est eux qui l'ont tué. Et c'est pas moi non plus qui ai découpé le corps, je vous le jure. C'est ceux-là, c'est les 2 hommes en noir. Moi, j'ai fait qu'aller jeter les morceaux à la rivière, c'est tout. Les fameux hommes en noir.
Vous pouvez pas savoir le nombre d'affaires criminelles dans lesquelles le suspect, pour se dédouaner, évoque misérablement des hommes en noir. En noir, hein. Jamais en blanc ou en bleu marine. En noir. Pitoyable revirement. La conséquence, c'est qu'il n'y a rien à tirer de la reconstitution dans son appartement puisqu'il se dit innocent. Et donc la juge le traîne ensuite sur le bord de la rivière. Bien. Monsieur Benderadji, je vais vous demander de reproduire précisément les gestes que vous avez faits lorsque vous avez jeté le tronc et les différents membres dans lave. Allez-y. Et il le fait, sans problème. Bilan, cette reconstitution n'a servi à rien. Heureusement, dans les jours qui suivent, les avocats de Benderadji lui expliquent avec beaucoup de diplomatie que son revirement ne tient pas. Enfin, personne ne va vous croire, monsieur Benderadji. Et moi, je ne saurais que trop vous conseiller de revenir sur cet improbable scénario des hommes en noir et d'assumer votre meurtre. Enfin, au procès, les jurés seront beaucoup plus sensibles au fait que vous assumiez plutôt que de défendre un improbable mensonge. Ils ont raison, les avocats. Et donc, Benderadji fait marche arrière. Exit les improbables hommes en noir. Et il en revient au vol des 450 €, à la bagarre qui a suivi et au coup de marteau. Et il reconnaît à nouveau que c'est lui qui a découpé le corps et jeté les morceaux à la rivière. L'instruction cherche ensuite à répondre à une question cruciale. Freddy Liu était-il encore vivant quand Karim Benderadji a entamé la découpe de son corps? Lui dit que non. Lui dit qu'il était mort sous les coups de marteau. Bim, bim, bim. À ce moment-là, il y a du sang qui coule. Forcément. Mais pas non plus des geysers de sang. Or, souvenez-vous, après le meurtre, il a totalement rénové son appartement, de fond en comble. Non seulement il a démonté le parquet, il l'a balancé à la décharge, mais il est allé jusqu'à arracher et décoller le papier peint, et surtout, il a repeint le plafond. Pourquoi diable? Comment imaginer que des coups de marteau aient entraîné des projections de sang sur les murs et jusqu'au plafond? D'autant que ça n'était pas une masse, hein, ni même un gros marteau. C'était un petit marteau, genre marteau de tapissier. Les coups tels qu'il les a décrits n'ont pas pu projeter du sang aussi loin, aussi haut. Et donc il reste cette hypothèse impossible à vérifier puisqu'il a tout retapé. Et cette hypothèse la voici. Quand il le frappe à coups de marteau, il ne fait que l'assommer. Son cœur bat encore. Et au premier coup de scie électrique, c'est le cœur qui projette le sang jusqu'au plafond. Il ne faudra pas oublier de reposer la question à Karim Benderadji au procès. Était-il mort ou vivant quand vous avez commencé à découper son corps? Parce que ça change tout. Ce qu'on pourrait considérer comme une bagarre qui a mal tourné deviendrait un meurtre, d'un sadisme fou. À la fin de son instruction, la juge est bien obligée de constater que au moins l'un des motifs pour lesquels elle a mis Karim Benderadji en examen ne tient plus. L'enlèvement et la séquestration. Il n'a pas enlevé Freddy. Il l'a tué chez lui alors qu'il devait lui couper les cheveux. Il est donc renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Point. Et c'est déjà beaucoup. Mais il y a une conséquence. Il encourait la perpétuité. Désormais, il ne risque plus que 30 ans maximum. Le procès de Karim Benderadji s'ouvre en mars 2010 devant la cour d'assises de Haute-Savoie à Annecy. La famille Liu est là au grand complet. Elle a fait le déplacement depuis la Normandie. Et pour faire entendre leur voix, les parents ont choisi un avocat qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Maître Gilbert Collard. Quand Benderadji entre dans le box, surprise, c'est un gringalet, avec l'air de ne pas pouvoir faire mal à une mouche. Et quand il s'exprime, ma foi, il parle bien. Son élocution est parfaite. Et son vocabulaire aussi.
il ne colle pas du tout à l'idée qu'on peut se faire d'un découpeur de cadavres. Assez vite, on en vient à la question la plus douloureuse de ce procès. Et c'est Maître Collard qui se lance. Monsieur Benderadji, pouvez-vous assurer devant cette cour que Monsieur Frédéric Luo était bien mort lorsque vous avez découpé son corps? Franchement, Collard, on se demande bien pourquoi il avouerait maintenant quelque chose qu'il a toujours nié. Et pourtant, ouais, je reconnais qu'il était encore vivant quand je l'ai découpé. Ses parents, sa sœur et toute sa famille, quand ils entendent ça. Heureusement, un expert vient un peu tempérer les choses. Il est fort probable qu'au moment où monsieur débute la découpe du corps, la victime est en état de mort cérébrale, ce qui voudrait dire qu'il n'a pas souffert. Ouf! Ouf! Sauf que lui, à ce moment-là, il ne le sait pas. Il ne sait rien de la mort cérébrale. Il est maçon, pas médecin. D'où la question qui suit et qui est posée à l'expert psychiatre. Avons-nous affaire à un sociopathe ou à un psychopathe? La réponse est non. Il n'en a absolument pas le profil. Ok. Le verdict tombe le 3 mars 2010. Karim Benderadji est reconnu coupable du meurtre de Frédéric Luo. Et il est condamné à la peine maximale, soit 30 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté. Il fera appel pour rien. 6 mois plus tard, il sera condamné à la même peine. Après l'annonce du verdict, une altercation a lieu devant la porte de la cour d'assises, quand le frère de Karim Benderadji apostrophe la sœur de Freddy. « C'est une peine trop lourde. Trop lourde, c'est extrême comme peine. » C'est extrême aussi comme crime, monsieur. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une affaire criminelle de 2007 à Annemasse, en Haute-Savoie, le meurtre de Freddy Luo par Karim Benderadji qui l'assomme à coups de marteau et découpe son corps à la scie électrique alors qu'il est encore vivant. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté, et c'est avec son avocat que je vais débriefer cette histoire, maître Raymondi du barreau de Thonon-les-Bains et du barreau de Genève en Suisse. Et je voudrais qu'on commence par ça. Expliquez-nous par quel miracle votre client Karim Benderadji n'a pas été affublé du qualificatif de psychopathe. Alors ça relève évidemment de l'appréciation du psychiatre. Moi, je pense que le déroulement des faits, tels que vous les avez parfaitement bien rappelés, explique un petit peu comment il a pu en arriver à ces extrêmes qui touchent à l'inhumanité totale. Je pense qu'il y a eu une altercation entre les deux protagonistes, que cette altercation a dégénéré et qu'ensuite, M. Benderadji a été pris dans une espèce de tourbillon qui fait qu'il n'a pas eu de frein pour qu'à un moment ou à un autre, il arrête son élan criminel et qu'il aille jusqu'au bout pour pouvoir non seulement, évidemment, faire disparaître le corps, mais également faire disparaître toute forme de trace de son effet, puisque on sait, et vous l'avez parfaitement bien rappelé, qu'il a arraché les tapisseries, qu'il a nettoyé le parquet, qu'il a repeint le plafond, etc. Il a brûlé tout ce qu'il a pu enlever de son appartement. C'est dire qu'à mon avis, il y a eu un acte qui a été fait dans un trait de temps, ce qui fait que peut-être que c'est ajouté aussi une raison un peu extérieure qui pourrait être une consommation cannabique, ça je ne sais pas, mais c'est une hypothèse qui a été émise au moment du procès, et que ceci peut-être expliquer qu'aux yeux du psychiatre, on ne soit pas en face d'un individu qui a pu préparer un acte, qui a pu mettre en forme toute une mécanique criminelle qui a pu le conduire à commettre cet acte. Mais j'entends votre logique. Cela dit, il y a un moment où il est assommé après les coups de marteau, et où il faut nécessairement aller chercher la scie électrique, la brancher, et se lancer dans la découpe du corps. Là, il a le temps de réfléchir. Là, on n'est plus dans l'enchaînement. Vous avez raison, mais en même temps, je n'ai évidemment, et Dieu merci, jamais connu ce type de situation, mais si on essaye d'imaginer ce qui peut se passer, il est pris dans la panique du geste qu'il vient de commettre. Il se rend compte de l'horreur qu'il vient
dont il est à l'origine, et dans la foulée, il veut en effacer vite cette forme de réalité qui lui saute aux yeux, c'est-à-dire ce cadavre qu'il a devant lui, et pour pouvoir l'effacer, il faut qu'il le fasse disparaître. Et pour le faire disparaître, il est dans une ville, il n'est pas en pleine campagne, il sait qu'il ne peut pas sortir avec un cadavre sur le dos, donc j'imagine que très vite dans sa tête se met en place cette espèce de plan, pas de projet, parce que rien n'avait été prévu, mais cette espèce de plan qui va consister à dire je vais chercher ce qu'il me faut pour découper le corps, je prends un sac et j'emmène tout ça. Revenons-en à ce concept de psychopathe. Ce qui caractérise Maître Raymondi, le psychopathe, c'est de tuer sans affect et de n'avoir après aucun regret. Est-ce qu'il a exprimé des regrets auprès de vous ? Alors, très honnêtement, ça va être difficile de vous dire exactement quels ont été les propos que nous avons pu échanger après, mais c'est vrai qu'il n'a pas manifesté, en tout cas ça ne s'est pas ressenti ni à l'audience ni pendant l'instruction, véritablement de regrets et même de remords. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas capable d'avoir ce type de sentiments. Vous savez, il y a des gens qui ressentent des émotions, mais qui n'ont pas beaucoup de facilité pour les exprimer. Je crois que c'est plutôt son cas. Est-ce qu'il exprime des regrets pendant le procès ? Alors, il a évidemment exprimé des regrets, il a présenté des excuses, mais vous savez comment sont vécues ces excuses qui sont présentées à la barre. Lorsque les accusés ne les expriment pas, on dit qu'ils sont psychopathes, et lorsqu'ils les expriment, on dit que c'est utilitaire parce qu'ils veulent présenter leurs excuses pour que la peine soit moins sévère. Donc c'est toujours un tout petit peu compliqué quand même. Et on en arrive à la peine, Maître Raymondi, 30 ans de réclusion criminelle, sans peine de sûreté. Alors vous êtes son avocat, évidemment, vous n'allez pas me dire qu'il méritait 2 tiers de peine de sûreté, mais convenez qu'on soit un peu surpris. Oui, je conçois qu'on soit surpris. Alors, moi, je pense qu'il y a, dans le prononcé de la peine et dans, je dirais, le montant qui était retenu par la Cour pour fixer cette peine, un raisonnement qui est un peu, qui peut paraître paradoxal. On n'imagine pas que quelqu'un qui ait commis un crime aussi inhumain, aussi insupportable, puisse échapper à la peine maximale, et en même temps, il ne méritait peut-être pas qu'une peine de sûreté soit prononcée parce que les explications qu'il a données finalement étaient d'une certaine rationalité. On a pu comprendre ce qui a pu se passer, et dans l'origine de son acte et dans le déroulement par la suite. Et en même temps, quand on voit l'individu qui, comme vous l'avez dit, était un peu un gringalet, qui est un garçon d'une famille dans laquelle à peu près tout le monde a bien réussi sur le plan social, sur le plan professionnel. Lui, il est un petit peu en marge, il est un peu un loser sur le plan professionnel. Mais à côté de ça, c'est un garçon qui a pas du tout une mauvaise réputation, qui ne passe pas pour être quelqu'un d'agressif. Donc, si vous voulez, il y avait un décalage certain entre la personnalité de ce garçon et l'acte qu'on lui a reproché, pour lequel il a été condamné. Et je pense que ceci explique en partie cela, en disant qu'il n'était pas irrécupérable et qu'à ce titre-là, la peine de sûreté ne s'imposait peut-être pas. C'est vous qui lui conseillez de dire au procès « Oui, il était vivant quand j'ai attaqué la découpe du cadavre », ce qu'il n'avait jamais formulé avant. Non, alors, si vous voulez, de mémoire, les choses se sont passées comme ça. Lorsque mon confrère Collard a évoqué la question du nettoyage, il a dit « Mais enfin, si vous avez fait le nettoyage des murs et du plafond, c'est que le sang a giclé. » Et CQFD, si le sang gicle, c'est que la pompe fonctionne toujours et donc que la mort physique n'était pas totale. Donc, ce qui nous a été donné comme explication par le légiste, c'est de dire, effectivement, il y avait, comme vous l'avez très justement dit d'ailleurs, il y avait une mort cérébrale, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de ressenti au niveau de la douleur, mais le cœur, qui est l'organe qui meurt en dernier, le cerveau meurt d'abord et le cœur meurt ensuite, le cœur fonctionnait toujours, mais c'était une fonction mécanique, nerveuse. Si vous voulez, ça n'était pas une fonction de vie, c'était juste une fonction de fin de vie parce que le cerveau, la mort cérébrale était active. Et la découpe du cadavre, je suppose que ça sera votre analyse, ne s'est faite que par facilité de transport. Oui, absolument. Il n'y a rien d'autre à rechercher, nous sommes en ville. Il a le souci évidemment de faire disparaître le corps. Il n'a pas d'autre solution, d'après lui, en tout cas dans son raisonnement immédiat. Je ne dis pas que
chacun de vos auditeurs aurait réagi de la même façon. Mais pour lui, il n'y avait pas d'autre façon que de réduire le corps pour le mettre dans un sac et l'emmener au bord d'une rivière pour en jeter les morceaux dans la rivière. Évoquons maintenant cette part de délire qu'est la demande de rançon. Ça ne se fait plus, les enlèvements avec demande de rançon, et ça ne se fait plus pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on se fait toujours pincer au moment de la remise de la rançon. Qu'est-ce qui lui prend à ce moment-là ? Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, et moi je m'étais à peu près convaincu que en faisant cela, ce qui est évidemment aux yeux de tous une totale inhumanité, on sait que lorsqu'il fait cette demande de rançon, Freddy est déjà décédé. Donc c'est vraiment inhumain de concevoir ce type de démarche. Moi, je pense qu'il a fait ça pour dérouter un peu les enquêteurs, pour faire en sorte d'orienter les enquêteurs vers un crime crapuleux, pour que les investigations, puisqu'à l'époque, il a été arrêté 19 jours après. Alors il a été identifié, on a été sur sa piste un peu avant, mais il a été interpellé, si ma mémoire est bonne, 19 ou 20 jours après les faits. Donc ça veut dire que pendant cette période, pendant laquelle il a conçu cette idée de rapt avec une demande de rançon ridicule, hein, ça ne relève pas d'une bande organisée, 75 000 €, il avait demandé. Ça colle à rien. Ça ne se faisait pas du temps où on enlevait des gens, et ça ne s'est jamais fait, c'est-à-dire où on demandait 1 million, on ne demandait rien. Exactement, mais je pense que dans son esprit, c'était de dire je vais détourner les enquêteurs pour les orienter vers un crime crapuleux et faire en sorte peut-être qu'ils ne s'intéressent pas à moi. Il y a aussi une part de stratégie qui est intéressante quand il se met donc à nettoyer de fond en comble son appartement jusqu'à arracher le parquet. J'en ai vu des gens qui nettoient leur appartement dans des crimes. Enfin, on est d'accord que même vous n'avez jamais vu quelqu'un arracher le parquet et les tapisseries. Ah non, ça c'est vrai. Donc il sait déjà qu'il y a un risque avec le Blue Star que la moindre tache de sang réapparaisse. Tout à fait, vous avez raison. Mais peut-être aussi que, je dirais, c'est ce que je vous disais au début de mon intervention, dans cette espèce d'élan qui était le sien, où il avait décidé de faire disparaître le corps en le découpant, il a décidé ensuite de faire tout disparaître. Je pense que tout ça s'est fait d'un trait, dans un raisonnement qui était très linéaire et qu'il n'avait pas nécessairement pensé à tout. Il y a eu une espèce de peur qui l'a conduit, la peur évidemment de se faire interpeller, qui l'a conduit à réaliser tous ces actes successivement parce qu'il voulait véritablement effacer. Et c'est peut-être aussi, à ses yeux, une façon d'effacer son crime, parce que c'est évidemment, il en avait conscience de la gravité de l'acte qu'il avait commis. C'est aussi une façon peut-être d'effacer son crime à ses propres yeux. La tête, Maître Rimondi, vous confirmez qu'on ne l'a pas retrouvée ? On ne l'a jamais retrouvée, mais tout porte à penser qu'elle a été jetée avec les autres éléments du corps dans l'Arve, et que c'est une explication qui a pu nous être donnée également. La tête est le seul élément qui a toutes les chances de couler au fond de l'eau. En raison du poids et de la petite surface, oui. Et de la façon qu'elle peut avoir de se remplir d'eau, donc elle devient plus lourde que l'eau et elle tombe. Et là, elle peut, parce que l'Arve est une rivière qui est relativement encombrée avec des arbres, des pierres, des choses comme ça. Elle a pu rester bloquée quelque part. C'est tout ça d'une morbidité absolue, mais si on veut être pragmatique, on ne peut pas ne pas réagir comme ça, enfin penser comme cela. Je pense que la tête est restée bloquée quelque part. Et c'est terrible pour la famille de Freddy Liot, bien entendu. Je vous remercie infiniment, Maître Rimondi du barreau de Thonon-les-Bains et du barreau de Genève en Suisse. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.